Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence de presse du groupe parlementaire de la France Insoumise. Et évidemment, nous voulions revenir sur les déclarations qu'a fait le Premier ministre, M. Bayrou, hier, qui est une véritable déclaration de guerre sociale faite au peuple de France. D'abord, il faut rappeler que s'il a pu faire ces annonces d'une brutalité inédite, c'est parce que le Parti socialiste a refusé par 6 fois de censurer Bayrou et son gouvernement. Et c'est surtout, et c'est leur dernier soutien, parce que le Rassemblement national a refusé par 8 fois, et il y a encore quelques jours, de le censurer, comme, je le rappelle, ils avaient empêché que nous ayons la discussion en hémicycle de la destitution du président Emmanuel Macron. Donc, si nous avons des annonces aussi violentes, c'est d'abord de la responsabilité de Marine Le Pen et de son groupe qui laissent la politique de malheur de la Macronie continuer. On comprend mieux pourquoi, au vu de la teneur des annonces, le gouvernement a tenu à arrêter la session parlementaire aussitôt, alors que nous demandions une session extraordinaire, car cela nous prive de présenter une motion de censure pour arrêter immédiatement cette saignée que veut faire Emmanuel Macron et le gouvernement au pays. Ces annonces, si elles étaient mises en place, détruiraient le pays à 3 titres. D'abord parce qu'elles sont injustes, ensuite parce qu'elles sont dangereuses et parce qu'elles sont antidémocratiques. D'abord, elles sont injustes parce que Bayrou est en train de présenter l'addition de la politique menée pour les riches et les multinationales au peuple de France. Avec une année blanche qui sera finalement une année noire pour des millions de gens, je prends les chiffres de l'OFCE qui indiquent que cette année blanche, dite année noire, privera un retraité de 350 €, un chômeur de 180 €, un indépendant de 165 €, un salarié de 105 € par an. Elle pèsera d'abord sur les plus pauvres du pays et le gouvernement Bayrou s'en prend aux services publics en s'en prenant aux fonctionnaires, alors que nous savons que les services publics sont déjà à l'os dans notre pays, aux malades notamment en déremboursant et en doublant la franchise sur les médicaments, aux chômeurs avec une énième réforme de l'assurance chômage et après avoir volé 2 ans de vie aux Français en refusant de nous laisser abroger la retraite à 64 ans, il veut maintenant supprimer 2 jours fériés, dont le 8 mai, qui commémore la victoire sur le nazisme, ce qui serait un symbole absolument terrible à l'heure où les saluts nazis ressurgissent dans le monde, et y compris en France. Ensuite, ces annonces sont dangereuses, car elles font peser sur le pays le risque de récession. Je rappelle qu'elles tueraient la consommation populaire. Or, le moteur principal de notre économie reste la consommation populaire. Nous sommes déjà, je le rappelle, sur un record de défaillances d'entreprises, avec 66 000, généralement des très petites et des moyennes entreprises qui ont fait défaut cette année. Et les syndicats parlent de 300 000 emplois menacés dans des plans de licenciement, avec des annonces qui aggraveraient encore le constat qu'a fait l'INSEE il y a quelques jours, qui indiquait qu'il y avait des inégalités qui étaient les plus grandes dans notre pays depuis les années 70 et qui indiquait aussi, avec 650 000 personnes tombées dans la pauvreté en une année, qu'il y avait un record du nombre de pauvres dans ce pays avec un taux de pauvreté le plus haut depuis 30 ans. Je rappelle qu'en France, en moyenne, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Surtout, les mêmes recettes produiront les mêmes échecs et nous le répéterons autant de fois qu'il le faudra, non pas un problème dans notre pays de dépenses, mais un problème de recettes. Depuis 2017, c'est bien Emmanuel Macron qui a vidé les caisses de l'État, avec des baisses d'impôts et des cadeaux faits aux plus riches et aux grandes multinationales qui ont généré plus de 300 milliards de manque à gagner pour l'État. Et si on prend même depuis 2014, depuis le moment où Emmanuel Macron était ministre de l'économie, ce sont même 450 milliards de manque à gagner pour l'État. Macron, c'est aussi 1000 milliards de dettes. Nous réaffirmons donc aujourd'hui qu'une autre politique économique est possible, et c'est ce que nous avions démontré lors du budget dernier, l'automne dernier, où 75 milliards de recettes avaient été votés grâce aux amendements que nous avions, nous, déposés. Et je rappelle qu'ils avaient donc été votés à majorité de l'Assemblée et rayés d'un trait de plume par le 49.3. Et cela m'amène au dernier point. Ces annonces sont antidémocratiques. Je rappelle que la politique macroniste a été sévèrement battue dans les urnes en juin et en juillet dernier, mais d'ailleurs aux 3 dernières élections, et que donc Bayrou n'a aucune légitimité démocratique pour appliquer cette politique.
Il est maintenant de notre devoir de faire partir M. Bayrou et son budget avec, et nous le censurerons. Et je laisse la parole à Éric Coquerel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter un petit peu mes réactions en tant que président de la Commission des finances à la présentation du budget hier de François Bayrou, mais aussi au tiré à part que nous avons reçu cette nuit. Aurélien Lecoq complétera de manière plus détaillée sur la question de l'année blanche au niveau des crédits de l'État, collectivités territoriales. Mathilde Feld parlera plus de la question de la fiscalité et notamment de nos mesures sur les plus riches. Et Adrien Clouet parlera davantage de tout ce qui ressort du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Première chose, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais j'ai vu que l'image était à peu près passée. On me voit à un moment donné soupirer lorsque François Bayrou commente son conférence de presse. Alors je ne me suis pas permis de soupirer sur l'annonce de ces mesures, mais simplement sur toutes les contre-vérités qu'il a pu égrener en quelques minutes. C'était un vrai festival. Alors j'ai vu que c'était le moment de vérité. On peut dire que c'était, si je suis aimable, un tunnel de contre-vérité. Et si je ne le suis pas, je parlerai de mensonges. Par exemple, contre-vérité, nous dépensons trop par rapport aux recettes et François Bayrou dit il n'est pas normal d'être déficitaire sur des budgets de fonctionnement. Mathilde l'a répété et redisons-le sans arrêt, depuis 2017, ce qui crée le déficit en France, c'est la perte de recettes, moins 3 points et moins 2,5 points de prélèvements obligatoires, contrairement à ce qu'on peut dire aussi. Par contre, les dépenses publiques sont quasiment stables, elles ont même légèrement baissé de 0,5 points. Et les dépenses publiques ont moins augmenté en France que dans la zone euro, plus 1,8 point de PIB contre 2,6 dans la zone euro. Donc première contre-vérité. Deuxième, il explique qu'il fait une comparaison, j'allais dire, indécente par rapport à ce qu'a vécu le peuple grec avec la Grèce. Il nous a fait un long laïus là-dessus pour montrer la dangerosité de la dette. Je rappelle qu'au moment du mémorandum imposé par la Troïka à la Grèce, le déficit grec en 2013 était de 13,6% du PIB. Il n'était donc pas de 5,4%, 3 fois plus que le déficit français. Passons sur le fait que le produit intérieur brut grec correspond à peu près au produit intérieur brut de l'Île-de-France, ce qui montre aussi la différence. Et je vous ferai grave des écarts de taux d'intérêt spread avec l'Allemagne pendant que subissait la Grèce, qui était de 3500 points base, le nôtre est de 63 points base. Donc ce genre de comparaison inutile et mensongère pour affoler les chaumières est évidemment hors de propos. Troisième chose, là c'est Lombard qui nous dit le pouvoir d'achat progresse. Mensonge. Le pouvoir d'achat ne progresse pas, en tout cas de la même manière pour tout le monde. Entre 2017 et 2022, les réformes Macron ont bénéficié aux 5% des plus riches et ont été défavorables pour les 5% les plus pauvres, ce qui explique qu'il y a 650 000 pauvres en plus l'année dernière. Et nous notons aussi, par exemple, que si effectivement le pouvoir d'achat était légèrement positif l'an dernier, c'est grâce aux revenus du patrimoine. Les revenus du salaire ont baissé. Autre affirmation, toucher aux niches fiscales, dit-il, pour faire contribuer ceux qui peuvent davantage. Là encore, mensonge. La seule niche fiscale qu'il va toucher, c'est les 10% d'abattement des retraités, qui, contrairement à ce qu'il dit, c'est un autre mensonge, n'a pas été fait, ces 10% d'abattement, soi-disant, parce que ce serait pour, tenir compte des frais des retraités, mais simplement parce qu'au moment où le législateur l'a décidé, on a considéré que les retraités, par essence, touchaient moins en termes de revenus que quand ils étaient salariés. C'est ça les 10% d'abattement. Et là encore, ils ne touchent pas à tout ce qui est crédit impôt recherche, crédit d'impôt pour le salarié à domicile, la niche du trade, etc. Il explique « Je ne crois pas que nous sommes en meilleure santé que les Allemands ». Là encore, mensonge. Je rappelle que l'espérance de vie en France, 82,4 ans, en Allemagne, 80,8 ans. La mortalité évitable, c'est-à-dire en décès évitables pour 100 000 habitants, en France, 160 décès évitables, Allemagne, 195. Morbidité des maladies chroniques, dont il dit aujourd'hui qu'il veut moins les rembourser, 5,3% en France, 6,9% en Allemagne, etc., etc. Et enfin, dans les mensonges, là aussi avancés, c'est tous les records d'investissement dans l'IA qu'il nous a vantés, notamment en lien avec les investissements de l'étranger en France. Je rappelle que la tendance générale est à la baisse des investissements étrangers, qu'en France en particulier, les projets sont moins créateurs d'emplois, moins régénérateurs de production que chez nos voisins, qu'il y a plus de fermetures que d'ouvertures dans l'industrie lourde
et qu'au niveau de l'IA, on sait malheureusement que la question des centres de données sur lesquels compte le chef de l'État de manière importante est très peu créatrice d'emplois. Donc, tout ça pour dire que ces mensonges servent à quoi? Elles servent à cacher une réalité qu'il faut répéter, que je répète à nouveau, c'est-à-dire que tous les Français, quasiment tous ceux qui vivent de leur force de travail, des revenus du travail, ou qui en vivent une fois qu'ils ont cessé de travailler, je pense aux retraités, ou une fois qu'ils sont privés d'emploi, je pense aux chômeurs, sont appelés à contribuer au déficit créé par les cadeaux aux plus riches depuis 2017. Cadeaux aux plus riches qui, par ailleurs, là, seront très peu mobilisés, parce que la mobilisation, et Mathilde Fell détaillera, mais la mobilisation proposée est de 4 milliards d'euros environ. Je rappelle que l'an dernier, les super profits et les hauts revenus étaient appelés à être mobilisés à hauteur de 10 milliards, soit plus de 2 fois plus, même si au final le rendement n'a pas été celui espéré. Donc on est 2 fois moins que l'an dernier, et en tout, on s'aperçoit que c'est à peu près 10% des 44 milliards sur lequel le pays est appelé à faire des économies. Donc on voit bien que tout le monde n'est pas appelé à faire le même effort, surtout ceux qui ont créé les déficits par les cadeaux fiscaux et les aides aux entreprises qu'ils ont reçues. Le gouvernement, par contre, déclare la guerre au monde du travail. On l'a dit, il y a suppression de 2 jours fériés. On l'a dit également, d'autres mesures qui sont annoncées, réduire les droits à l'assurance chômage, déréguler le marché du travail. Il met en cause les malades. Adrien Clouet détaillera la façon dont il compte le faire. Il abandonne les plus défavorisés, notamment à travers le gel des pensions. Il fait des retraités les premiers perdants de sa politique, là encore, à partir des gels des pensions. Et également, il va mettre à la diète, là je vais en parler un peu plus longuement, les ministères de l'État, les missions de l'État qui vont donc être impactées considérablement. Alors, disons-le très clairement, la manière d'être impacté ne va pas être la même pour tout le monde. C'est-à-dire que dans la foulée du chef de l'État, François Bayrou a confirmé que le budget de l'armée serait augmenté de 6,7 milliards d'euros, soit les 3 milliards qui étaient prévus dans la loi de programmation militaire et qui sont donc confirmés, plus 3,5 milliards qui seront ajoutés, comme d'ailleurs en 2027. Bon, ces 7 milliards, comme la valeur globale du budget de l'État, lui, ne sera pas augmenté, il faut que d'autres compensent. Alors ceux qui vont compenser, c'est assez simple, ce n'est pas l'immigration, asile et intégration, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la justice, qui vont tous légèrement augmenter par rapport à l'inflation, mais c'est des ministères qui avaient déjà beaucoup souffert l'an dernier. C'est par exemple transformation fonction publique, moins 29,3%, sport, jeunesse, vie associative, moins 18,5%, aide publique au développement, moins 16,7%, économie, moins 9,6%, solidarité, insertion, moins 6,5%, relations avec les collectivités territoriales, moins 5,9%, le travail, emploi, administration, moins 5,5%, l'agriculture, forêt, moins 5,4%, cohésion du territoire dans lequel, je le rappelle, il y a le logement, moins 5,1%, outre-mer, moins 4,4%. Et même l'enseignement scolaire souffre peut-être moins en termes de pourcentage, moins 0,7, mais les volumes sont tels que ça fait quand même une baisse de 439 millions d'euros que l'enseignement scolaire devra mettre sur la table pour compenser les augmentations des dépenses militaires. C'est dire que là, on touche des ministères, évidemment, qui, au-delà de la mission régalienne de l'État, défense, sécurité, justice, on s'aperçoit que c'est l'ensemble des ministères qui composent, qu'il est convenu d'appeler l'État social, qui vont souffrir considérablement de cette politique, avec là aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans les 10 milliards qui sont annoncés en moins pour l'État, il y a 5,2 milliards en moins pour les opérateurs. Là, je crains fort qu'on ait une politique à la Trump, c'est-à-dire de tronçonneuse, par rapport aux opérateurs. Pour bien comprendre, Amélie de Montchalin, jusqu'à maintenant, expliquait qu'il y aurait un effort de 2 à 3 milliards. Comment elle justifiait que cet effort de 2 à 3 milliards était plus important que les 540 millions d'euros annoncés par la commission d'enquête du Sénat? Elle disait que là, par contre, elle comptait toucher des missions. Alors, inutile de dire que si c'est 2 fois plus, ça veut dire que des opérateurs vont être sacrifiés, supprimés, et que d'autres vont voir leurs revenus considérablement amputés. Je rappelle que les opérateurs, pour mémoire, ont été créés quand on a voulu diminuer le nombre de fonctionnaires. On a externalisé ça, et aujourd'hui, c'est ce sur quoi on a externalisé les services de l'État qui sont désormais attaqués dans une politique qui est considérablement trumpiste. Et évidemment, les opérateurs, c'est l'ADEME, c'est Météo France, l'Agence Bio, Office français de biodiversité,
l'INC qui devrait être supprimé d'après les informations que j'ai eues. Donc on voit bien que là aussi, c'est des services considérables rendus à la population. Les collectivités locales leur budget baissera de 5,3 milliards d'euros en tendance, et Adrien détaillera les baisses prévues pour la sécurité sociale. Au final, on le voit bien, c'est effectivement un budget qui finalement est un budget assez trumpiste dans les idées, puisqu'il va falloir non seulement abaisser les moyens de l'État, simplifier les normes, amputer l'administration, les financements de solidarité, mais aussi dans la méthode, puisque le Premier ministre a annoncé que ce qui ne passerait pas par la loi, qui ne passerait pas par le projet de loi de finances, sans compter le fait qu'avec le 49.3, on sait que le vote n'existe plus depuis 3 ans, pourrait passer par des ordonnances, c'est-à-dire de façon à pouvoir poursuivre les mesures de dérégulation. Voilà, c'est en cela que je considère que ce budget, non seulement est le musée des horreurs néolibérales, c'est un long tunnel de contre-vérité, mais c'est aussi une guerre déclenchée vis-à-vis du monde du travail pour payer les cadeaux au capital. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Je vais revenir donc sur la question de l'année blanche. Éric Coquerel a parlé dans plusieurs de ses interventions de musée des horreurs. Je crois que l'année blanche fait partie des pires tableaux dans ce musée des horreurs annoncé par François Bayrou. Évidemment, je vais parler de l'année blanche sur la question spécifique de l'État. Adrien Clouet reviendra sur l'année blanche dans la sécurité sociale, mais on a une année blanche sur l'État. Je me permets juste de faire remarquer qu'il n'a été question ni d'année blanche sur les dividendes, ni d'année blanche sur les actionnaires, ni d'année blanche sur les milliardaires, que c'est bien l'État qu'on va saigner. Parce que oui, cette année blanche, elle peut être décrite comme une année noire, elle peut aussi être décrite comme une année rouge, rouge du sang qu'elle va faire cracher aux Françaises et aux Français, parce qu'à chaque fois que l'on s'en prend aux dépenses de l'État, comme ils disent, on s'en prend derrière au service public, et il faut le rappeler, le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors, Éric a cité dans le tiré à part les réductions du budget de l'éducation nationale qui devrait atteindre 439 millions. Ces 439 millions sont dus, à la différence de ce qui est indiqué dans le tiré à part, justement à la partie année blanche, c'est-à-dire la non-revalorisation sur et l'inflation et en tendanciel, comprenant l'évolution de la démographie, par exemple. Pour que tout le monde se rende bien compte de ce que cela veut dire concrètement et de ce que représentent ces masses budgétaires d'austérité. 439 millions en moins dans l'éducation nationale, c'est l'équivalent de 7000 postes d'enseignants qui ne pourraient pas être financés l'année prochaine. Je rappelle que l'année dernière, il y a déjà eu des coupes dans l'enseignement puisque plus de 470 classes ont été fermées dans les écoles primaires à travers tout le pays. Autre exemple, Éric Coquerel a cité la mission cohésion des territoires. C'est 1,2 milliard qui doivent être supprimés dans la mission cohésion des territoires. Et sur ces 1,2 milliard, il y a 847 millions que nous devons à l'année blanche. Oui, il y a les aides au logement à l'intérieur. Une coupe de 1,2 milliard, ça représente 400 à 500 000 personnes qui aujourd'hui bénéficient d'aides au logement, qui demain pourraient ne plus en bénéficier. 400 à 500 000 aides au logement supprimées, c'est ce que représente le montant de l'année blanche dans la mission cohésion des territoires, dans un monde où nous avons 12 millions de personnes qui ont des difficultés pour se loger. L'année blanche, l'année noire, l'année rouge, c'est aussi celle qui va toucher les plus précaires par l'impôt. Parce que oui, on nous a expliqué qu'on ne toucherait pas à l'impôt sur les plus pauvres, qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôt. Il y en aura, puisque dans cette année blanche, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, comme ils le disent, va avoir un effet direct, conséquent et particulièrement brutal. C'est l'entrée de 200 000 Françaises et Français les plus pauvres qui, jusqu'ici, étaient non imposables et qui, si ce budget était adopté, deviendraient imposables. Donc oui, il y aura un poids fiscal sur les plus pauvres si nous ne faisons pas obstacle à ce budget. Je rappelle simplement, pour qu'on se rende bien compte, que pendant qu'on va aller rendre imposable peut-être 200 000 Françaises et Français en plus, les 378 Français les plus riches, les milliardaires, eux, ont un taux d'impôt sur le revenu moyen de 2%, et que les 10% les plus riches ont vu en 2023 leur taux d'imposition baisser de 0,1%, alors que leurs revenus ont augmenté de 2,3%. Donc, on va faire payer aux plus riches, aux plus pauvres, y compris par l'impôt, les cadeaux faits aux plus riches. Je termine par les collectivités territoriales qui, elles aussi, vont subir cette année noire. Elles vont les subir parce que, notamment,
leur dotation générale de fonctionnement ne sera pas revalorisée, contrairement à ce que M. Bayrou laissait sous-entendre, puisque dans le tiré à part, il est bien écrit que la reconduction de la principale dotation de l'État à destination des collectivités territoriales et de leurs groupements sera donc reconduite, c'est-à-dire sans un euro de plus. Les collectivités territoriales vont se voir frapper de 5,3 milliards d'euros d'économies. Derrière les chiffres, là aussi, il y a des réalités. 5,3 milliards d'économies, c'est l'équivalent de 760 000 places de crèche supprimées, ou de 135 000 postes de sapeurs-pompiers supprimés, ou de 10 600 bus qui ne seraient pas remplacés, ou encore de 7 600 écoles qui ne seraient pas rénovées. Pour vous dire à quel point, derrière les chiffres déjà impressionnants, il y a des réalités sociales absolument terribles. Je conclus juste en alertant sur un cas particulier, celui de nos sapeurs-pompiers et de la lutte notamment contre les incendies en ces périodes de canicule, et le sujet est revenu récemment sur la table. Les SDIS et l'argent mis par l'État l'année dernière a baissé de 5,68%. Le fait d'avoir une baisse de financement, notamment des départements, qui à eux seuls assument le coût de 32,7% sur leurs fonds propres, c'est-à-dire que la dotation donnée aux départements permet de financer 32% des SDIS et des pompiers, va là être amputée. Elle va être amputée lourdement, gravement, à hauteur de près de 1 milliard. Il y a 1 milliard qui ne sera pas versé en dotation pour les départements, en dotation générale financière. Ça va toucher durement les départements, et donc on va avoir un problème de financement de notre sécurité, notamment au niveau des sapeurs-pompiers. Voilà. L'ensemble des collectivités territoriales vont se voir étranglées par ce budget si nous n'y faisons pas obstacle, mais nous avons bien d'autres solutions que Mathilde va vous présenter. Merci, bonjour à tous. Donc on vient de voir le florilège des mesures très sophistiquées qui sont présentées pour tailler dans les dépenses avec des comptes d'apothicaire. Par contre, dès qu'il s'agit des recettes, ce gouvernement ne sait plus compter. Pourtant, la solution, elle est bien de ce côté, on le répète assez, il y a de l'argent dans ce pays, il suffit de s'organiser pour aller le chercher et le redistribuer. Donc, Bayrou a fait 3 annonces côté recettes. La première, c'est la contribution de solidarité pour les plus hauts revenus, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Bayrou renvoie au travail des parlementaires, des commissions des finances. On ne sait pas s'il s'agit de la contribution différentielle sur les hauts revenus, de la taxation exceptionnelle des bénéfices au-dessus d'1 milliard. En tout cas, elle est chiffrée à 4,2 milliards, ce qui est 2 fois moins, Éric Coquerel l'a dit tout à l'heure, que dans le PLF 2025. Donc soit c'est de l'amateurisme, soit on peut s'interroger sur la volonté réelle du gouvernement d'aller taxer les plus riches. La seconde, c'est la lutte contre l'optimisation fiscale. M. Bayrou a mentionné un projet de loi à l'automne. Vous comprendrez que nous restons extrêmement réservés et méfiants en raison de l'actualité récente sur le scandale des Cumcum, qui s'ajoute à l'abandon systématique des tentatives dans ce domaine depuis 2018. Malgré ce flou total, nous avons un chiffre sorti de nulle part de 2,3 milliards, soit un total de 6,2 milliards de nouvelles recettes, puisque la troisième mesure de création d'une foncière sur laquelle nous émettons de très fortes réserves n'a même pas été chiffrée. Ces 6,2 milliards paraissent donc bien ridicules face aux 44 milliards recherchés, et ils reflètent surtout le manque absolu de courage de ce gouvernement qui ne sait que plier face aux puissants de ce monde, sur le plan national comme sur le plan international. Parce que nous savons tous qu'il est possible de réduire le déficit sans s'attaquer à notre modèle social. Et on aurait d'ailleurs aimé entendre le Premier ministre nous expliquer pourquoi il écarte systématiquement ces solutions. Nous rappelons avec constance depuis des années que nous proposons au moins 70 milliards de recettes, 15 milliards en taxant les multinationales sur leurs chiffres d'affaires réalisés en France, 13 milliards en instaurant un impôt minimum équivalent à 2% du patrimoine dès que ce patrimoine excède 1 milliard, 18 milliards en instaurant un ISF climatique, 10 milliards en réformant la fiscalité des successions, 5 milliards en supprimant le pacte Dutreil et 9 milliards en supprimant le plafonnement de l'impôt sur le capital. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous décrire à quoi ressemblerait la vie pour des assurés sociaux après le plan Bayrou. Que se passerait-il si effectivement M. Bayrou arrivait à mettre en place tout ce qu'il a annoncé? Imaginez une personne qui aurait une affection longue, diabète, sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer. Eh bien, suivons son parcours de soins demain, entre les mains de M. Bayrou.
D'abord, cette personne sera taxée de 50 € par la nouvelle franchise médicale qui est rehaussée à hauteur de 100 €. Ce qui signifie que le gouvernement actuel entend taxer les malades. Il entend lutter contre les épidémies en taxant les victimes de ces mêmes épidémies. Et si cette personne-là entre en rémission, ce qu'on ne peut que souhaiter, par exemple pour une maladie type cancer, eh bien elle sera privée d'une prise en charge correcte car elle sera exclue des affections longue durée. Donc on taxe initialement la personne dans son rendez-vous médical, on la taxe pour se soigner, puis on l'exclut des remboursements au moment où arriverait la rémission. Et ce, quelques jours après le vote d'une loi qui favorise les pesticides, notamment cancérogènes et cancérigènes. Et si jamais ce même individu a eu le bon sens de solliciter un arrêt maladie, parce qu'il n'est plus en capacité de travailler, ce que prévoit M. Bayrou, c'est de supprimer la visite d'aptitude. C'est-à-dire que cette personne retournerait au travail sans passer devant un médecin qui effectivement jugerait de sa capacité, de l'adéquation physique à son poste de travail. Bref, le Diafoirus du Béarn compte faire du mal à toute la population française. Et on connaît les effets d'une telle politique. Les gens vont chercher les médicaments les moins coûteux, ou changer de posologie et de traitement, y compris s'ils sont moins adaptés, ou renoncer aux soins. Et donc, à la fin, ils seront malades plus vivement, ils seront malades plus longtemps, ils devront aller évidemment dans le secteur hospitalier. Et là, patatras, secteur hospitalier, 6 milliards de coupes annoncés par M. Bayrou. Donc la même personne qui aura été rendue malade et qui aura vu sa situation aggravée arrivera dans un hôpital d'où auront été supprimés l'équivalent de 130 000 infirmières ou infirmiers. Et pendant que vous êtes à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites avec les enfants, par exemple? Vous les confiez aux grands-parents? Non, 350 € de pension en moins. Une partie n'auront même plus les moyens de faire le déplacement pour venir les prendre en charge. Il va falloir tout payer soi-même. Payer soi-même avec une perte moyenne de 80 € d'allocation familiale, de 60 € de prime d'activité et de 40 € d'APL. Vous avez d'autant moins le temps de prendre en charge les enfants, les petits, ceux qui sont avec vous quand vous êtes malade, qu'en plus, M. Bayrou annonce une énième offensive, cette fois-ci sur les chômeuses et sur les chômeurs. Si vous aviez débuté un boulot au mois de janvier dernier, eh bien, vous n'aurez plus le droit à une indemnisation aujourd'hui parce qu'il aura fallu être affilié 8 mois au lieu de 6 pour bénéficier de l'indemnisation pour laquelle pourtant toutes et tous vous auriez préalablement cotisé. Bref, petit ou grand, classe moyenne ou famille populaire, Bayrou vous veut du mal. Il vous veut du mal, et s'il vous veut du mal, c'est parce qu'il veut du bien à une petite poignée de familles, 1 millier à peu près, qui se gavent depuis 2017 et qui, depuis hier, savent qu'ils seront les seuls du pays à ne pas payer un seul centime. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On va en prendre plusieurs. Bonjour, Nicolas Dumas pour BFM TV. Au début de votre intervention, Madame Panot, vous avez parlé notamment du Parti socialiste. On a l'impression qu'ils souhaitent négocier, mais en même temps, ils veulent voter une motion de censure. C'est pas très clair. Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, Pierre Lepelletier du Figaro, pour prolonger la question de mon collègue. Pour prolonger l'action de mon collègue, en début d'année, Jean-Luc Mélenchon avait indiqué que les socialistes qui voteraient pas à la censure, il y aurait des candidats LFI face à eux dans leur circonscription en cas de dissolution. Vu que l'hypothèse d'une dissolution se consolide et que les socialistes réfléchissent à discuter en vue d'une non-censure, est-ce que vous confirmez cette menace? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Merci. Bonjour, Stéphane Loignon aux Échos. Sur l'évolution des crédits par mission, comment vous avez fait votre calcul? Parce qu'il apparaît assez différent de celui qui est dans le tiré à part. Merci. C'est bon? Sur le Parti socialiste, alors qu'est-ce qu'on a compris? Eh bien, vous leur demanderez, mais je veux juste dire plusieurs choses. D'abord, François Bayrou a dit qu'il y aurait des discussions à l'Assemblée nationale et que les annonces qu'il a faites hier seraient soumises à la discussion parlementaire. Éric Coquerel l'a rappelé à l'instant, cela fait 3 ans que nous ne votons aucun budget.
Et lors de la dernière session sur la question du budget, nous avons, nous, rapporté en recettes 75 milliards d'euros qui ont été effacés d'un trait de plume avec le 49.3. Donc tout cela, et j'espère que le Parti socialiste l'a compris, n'est que de la poudre aux yeux. Et donc la première des choses à faire, c'est de faire partir Bayrou et son budget avec. Je le dis d'autant plus que toutes les promesses qui avaient été faites au Parti socialiste pour ne pas censurer François Bayrou se sont révélées être des absolus mensonges. Vous n'avez qu'à voir quel a été le résultat du conclave. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la dissolution, vous nous permettrez de nous organiser en temps voulu sur les différentes choses, mais je veux quand même noter qu'il y a quelques jours, nous avons eu une motion de censure et que les seuls qui ont permis à Bayrou de faire ces annonces aujourd'hui et de continuer cette politique qui a été rejetée dans les urnes s'appellent Marine Le Pen et l'extrême droite, et que ce sont eux qui sont responsables aujourd'hui d'un pouvoir et d'un gouvernement qui continue avec notamment M. Retailleau, dont la présence seule, je le redis, justifie une censure. Donc nous censurerons ce gouvernement le plus vite possible, et je le redis, ce n'est pas un hasard que, contrairement à beaucoup d'autres années où nous avons terminé le 25 juillet, le 4 août, le 8 août parfois, eh bien, ce n'est pas un hasard que nous ne soyons pas en session parlementaire, car François Bayrou avait prévu que la violence et la brutalité de ces annonces ne puissent pas donner lieu à une censure immédiatement. Je vais laisser Éric Coquerel répondre sur le troisième point. Plaisir à répondre aux échos. C'est assez simple, c'est dans le tir à part, pour un peu le dire à vous, confrères qui n'ont pas eu la chance que vous avez eu manifestement dans le tir à part en avant-première, vous avez en valeur, vous avez les baisses budgétaires. Bon. Donc on a tenu compte de ces baisses budgétaires, sauf que nous, on l'a augmenté de l'inflation, c'est-à-dire un peu plus d'1% d'inflation qui sont pris en compte, parce qu'on estime que si vous ne tenez pas compte de l'inflation, c'est une baisse. Donc par exemple, pour vous donner une idée, sport, jeunesse, vie associative, moins 314 millions d'euros, c'est en tenant compte de la baisse en valeur et de la baisse d'inflation. Voilà pourquoi ça n'arrive pas tout à fait à vos chiffres, mais ça me semble un peu plus réel. Ce qui est important à dire, je l'ai dit très vite tout à l'heure, mais hier, le Premier ministre a annoncé une stabilité, c'est-à-dire que les budgets n'augmenteront pas. Bon, sauf que comme, je crois l'avoir dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère le répéter, comme le budget de l'armée, lui, augmente de près de 7 milliards, les ministères que je vous ai cités, non seulement ce sont des budgets qui n'augmentent pas, mais qui baissent même en valeur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent que l'an dernier, et donc par rapport à l'inflation, c'est beaucoup moins, encore plus. Et je n'ai pas fait le calcul ici, mais par rapport au tendanciel, c'est évidemment une baisse encore plus considérable. Je n'ai pas encore fait le calcul, mais elle est plus considérable. C'est clair comme ça? Merci. Merci, bonjour, Olivier Perrault-Dumont. Je voudrais revenir sur la question de mon collègue du Figaro sur le Parti socialiste. Je ne suis pas très bien sûr d'avoir compris votre réponse. Vous disiez au début de votre intervention, Madame Panot, que si François Bayrou peut faire ce budget, c'est, je vous cite, parce que le PS a refusé par 6 fois de censurer et parce que le RN a refusé... C'est factuel. Voilà, et je n'ai pas compté le nombre de fois du RN. 8 fois. 8 fois. Est-ce que vous les remettez dos à dos ? Et il y avait une question aussi ici. Parmi les postes qui ne baissent pas, vous avez cité la défense et le régalien, en gros. Il y a aussi la dette et la contribution à l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi les baisser? Vas-y, commence sur la dette, je vais continuer sur oui, je n'ai pas parlé de la dette parce que là, j'ai parlé des missions. Hein, c'est pour ça que j'ai mis de côté certains budgets. Mais d'ailleurs, je vais vous faire une précision sur un autre budget. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Sur la contribution à l'Europe, oui, je pense que ça se pose. Je vous rappelle que l'an dernier, nous avons souhaité la baisser. Voilà, donc il me semble, le minimum, c'est qu'à partir du moment où on baisse les budgets de l'État, je ne vois pas pourquoi il y aurait par contre une augmentation de la contribution à l'Europe. Ça me semble un peu paradoxal, donc voilà, je vous donne mon avis là-dessus. Ça me permet juste de vous faire une précision. Il y a un budget qui n'apparaît pas, qui est évidemment important, que je ne vous ai pas décrit, c'est le budget de l'environnement et de l'écologie. Bon. Alors, il n'apparaît pas pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas encore la répartition des lettres de plafond. Et les lettres de plafond sont importantes dans le budget de l'écologie,
parce qu'en réalité, ils tiennent compte du service public de l'énergie, qui est une obligation de l'État et non un arbitrage politique. Donc, en gros, les compensations que reçoit l'État de la CRE. Bon, on estime que ce n'est pas, à proprement parler, un investissement contre le dérèglement climatique et en matière environnementale. Et l'an dernier, quand vous aviez le budget environnement tel qu'il nous est proposé là, donc là, il nous est proposé de manière un peu excédentaire, et que vous retranchiez cette compensation, vous arriviez à un budget déficitaire de 2,1 milliards d'euros. Donc là, on va prendre le temps de faire le calcul avant de traiter cette question environnementale qui nous semble décisive, parce que vous avez remarqué que si on fait beaucoup pour la défense, par contre, le dérèglement climatique est le parent pauvre de ces différents budgets. Quant à la deuxième question, nous n'avons jamais renvoyé dos à dos le PS et le Rassemblement national, mais il y a des faits. Si M. Bayrou a pu continuer sa politique depuis 6 mois, avec, je le rappelle, notamment un ministre de l'Intérieur qui a crié devant des milliers de personnes à bas le voile, qui a organisé des traques aux personnes exilées dans notre pays, eh bien, c'est parce que, par 6 fois, d'un côté, le Parti socialiste a refusé de les censurer, et par 8 fois, de l'autre côté, le Rassemblement national a refusé de le censurer. Et je trouve heureux que le Parti socialiste ait retrouvé la raison et ait, la dernière fois, voté la censure du gouvernement Bayrou, car je le rappelle, le Nouveau Front Populaire a gagné les élections il y a exactement 1 an, et le Nouveau Front Populaire, dans son programme de rupture, commençait par ces phrases qui disaient que le Nouveau Front Populaire rassemblait des hommes et des femmes pour proposer une alternative en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Et que donc le mandat qui nous a été donné par les électeurs et les électrices nous oblige à tout faire pour refuser le coup de force antidémocratique qui a été fait il y a 1 an avec des gouvernements illégitimes depuis, avec le refus de reconnaître le résultat des urnes et avec une politique qui se continue malgré le vote des Français extrêmement clair il y a 1 an. Bien sûr. Oui, non, juste sur le Parti socialiste, j'aurais rajouté quelque chose, c'est que là, il y a une discussion qui s'ouvre. J'ai entendu hier Olivier Faure sur BFM expliquer que dans l'état actuel de ce qui était proposé, il y aurait censure. Bon, soit c'est bonne nouvelle. Mais il ajoute qu'évidemment, il est prêt à discuter. Donc j'imagine que si vous êtes prêt à discuter, ça veut dire que vous êtes prêt à entendre ce que pourrait proposer le gouvernement. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Vu l'énormité de ce qu'est ce budget, qui ne peut être réduit, je le dis, parce qu'à certains moments, je me demande si les 2 jours fériés qui sont mis sur la table, qui sont la grosse cerise sur le gâteau contre le monde du travail, ne sont pas mis là pour négocier par la suite. Tout ce budget est catastrophique. Toute la logique de ce budget est catastrophique. Donc nous, pour notre part, nous ne considérons pas, nous ne sommes pas en l'an dernier. L'an dernier, nous ne savions pas comment les choses pouvaient évoluer à partir du moment où nous sortions d'une victoire en juillet 2025 et nous pensions que l'Assemblée, et elle l'a fait d'ailleurs, pouvait modifier ce budget en profondeur. Bon, depuis, on a su ce qui se passait, c'est qu'il y a le 49.3 qui applique le budget qui est prévu. On peut pas ignorer ça. Donc là, aujourd'hui, dans l'État, on ne voit pas très bien ce qui est à trouver comme compromis avec le gouvernement, ce qui est à rentrer en discussion avec le gouvernement. Manifestement, ils veulent des discussions. J'espère que les socialistes n'iront pas. Et c'est pour cette raison que nous disons que, en tout état de cause, il faudra censurer au plus vite ce budget. Et nous attendons évidemment les socialistes au rendez-vous là-dessus. Oui. Bonjour, Jocelyn Zone, France Télévisions. Il y a 3 nouvelles élections législatives qui vont arriver. Est-ce que les accords du NFP seront respectés, c'est-à-dire est-ce que les attributions seront respectées? Est-ce que vous avez déjà tranché cette question? Vous avez les infos, vous? J'ai pas les infos. J'ai pas les infos. Il faudra demander au mouvement de la France Insoumise. Je ne sais pas du tout. Autre question? Non, c'est bon? Merci beaucoup.